deux images encore, une plus souriante, une plus sérieuse dans cette mobilisation européenne, autour notamment de l'Allemagne. La sérieuse d'abord, ce sont les atterrissages de F-35 en Finlande et en Suède. Ce sont des pays où parfois il faut recourir à cela. Regardez, ce sont des atterrissages qu'on exerce sur les autoroutes. C'est quand même très spectaculaire parce que ça va extrêmement vite. C'est ce qu'on fait en Suisse, Darius, me semble-t-il. Mais les pilotes suisses sont les meilleurs, évidemment. Oui, c'est parce que les premières cibles, lorsque ça commence à chauffer, ce sont les aéroports. Donc en fait, il faut effectivement des aéroports de délestage. Du temps de l'OTAN, on avait des aéroports qui attendaient, des aérodromes un petit peu partout dans la France, qui permettaient de ce qu'on appelle desserrer en langage militaire. Et là, on a l'exemple ultime, c'est-à-dire desserrer en étant capable de décoller à partir de routes, mais qui ont vraisemblablement des axes de 1 ou 2 kilomètres en ligne droite pour pouvoir faire. Malheureusement, on a obligé les Suisses à acheter des F-35. C'est une pression extrêmement directe du président Biden sur le président suisse en juin 2021, quand ils ont eu un petit tête-à-tête après la rencontre entre Biden et Poutine. Ils ont pris l'avion américain qui est beaucoup moins maniable que l'avion français Rafale, qui est plus cher et qui a en plus plusieurs fonctions qui dépendent du bon vouloir des Américains. Il pouvait nous vendre des Rafales. Il a sa carte de visite de chez Dassault. Vous savez, il est là, il dit. Voilà, il a ses deux cartes de visite. Il a raison. Il a le Figaro et puis il a la carte de visite Dassault. Selon les clients, il dit allez. Vous savez, pour mon ancien métier, c'est quelque chose on travaillait là-dessus. Parce qu'en fait, dans toute l'Europe, vous avez des tronçons qui étaient prévus comme ça. Parce que c'est pas la même autoroute. Parce qu'il faut prévoir un peu plus de béton. Et chez vous, entre Fribourg et Yverdon, il y a une ligne droite de 3 km. C'est gloire à la Suisse ce soir, si vous voulez. Absolument. Et nous, on le savait que c'était une piste d'atterrissage. En plus, elle était faite en descendant, donc on pouvait atterrir même sur un espace un peu plus courte, et décoller sur une longueur un peu longue. J'ai un ami dont le père était dans l'aviation et qui l'a fait lui-même. L'aviation suisse n'acceptait pas que les appareils allemands survolassent le territoire de la Confédération helvétique, et pendant la guerre, ils étaient neutres, leur industrie collaborait avec les Allemands, etc. Mais plusieurs reprises, la chasse suisse a abattu des avions allemands qui violaient l'espace aérien suisse. Alors, ce qui est intéressant, là, au-delà de l'anecdote qui décolle, c'est la Finlande et la Suède. C'est-à-dire que vraiment, il y a le symbole politique très très fort. Ce sont les deux pays qui viennent de rejoindre l'OTAN. Et donc là, on démontre l'interopérabilité avec ces pays-là sur le plan aérien, ce qui est une énorme tartufferie, parce que moi, quand j'ai fait l'école de guerre à Hambourg avec l'armée allemande, vous avez un cours national et un cours OTAN, un cours international et un cours OTAN. Donc le cours OTAN, il y avait les membres de l'OTAN, et dans le cours international, il y avait tous les autres. Et dans le cours OTAN, il y avait déjà les Finlandais et les Suédois qui donc se forment avec nous depuis 50 ans, tranquillement, et donc on rejoint sans douleur les forces de l'OTAN. J'avais promis une image plus souriante, elle est en particulier pour vous, Marianne Mamiche. Regardez, il y a un ton Merz, le nouveau chancelier d'Allemagne, il est avec Volodymyr Zelensky. Il y a une petite panne d'interprète. Et dans cette petite séquence qui a l'air de rien, on comprend très bien d'abord la complicité entre eux et puis le style un peu plus offensif de Merz par rapport à Scholz. Pardon, laissez-nous une seconde. Je pense que la traduction ne fonctionne pas. Oh, vous n'avez pas la traduction ? Et maintenant ? Nous ne l'avons pas non plus. Nous allons vérifier. La technologie allemande. Ce n'est pas grave. Ok, on peut y aller. Ok, ça fonctionne. Voilà, vous l'avez entendu à la fin, Deutschland. Non, il a dit Tochno, cela veut dire c'est vrai, précis, ça fonctionne bien. Mais je crois qu'après, il a encore dit Deutschland à la fin, je crois. Et c'est Merz qui a répété le mot Tochno. Et en plus, après, Volodymyr Zelensky a dit cher chancelier allemand, et c'était traduit aussi en allemand. Et Zelensky a vérifié. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il l'a demandé à Merz et Merz a dit « Liebe Friedrich ». Donc, ils ont bien communiqué. C'était quand même une conversation amicale. On voit bien aussi comment Merz tient avec son bras Zelensky, mais on voit bien une communication vraiment aux bonnes notes. Et les messages qui ont été annoncés justement par Merz sont quand même assez forts sur le fait qu'il n'exclut pas de livrer les Russes, et même cette coopération aussi pour la production des missiles à long
donc portés en Ukraine. Aussi, on dit que peut-être c'est un moyen aussi de cacher le volume des armements que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, parce que bien sûr on peut ajouter juste un petit détail et dire que c'était produit made in Ukraine. Donc il y a ce point-là, et également le fait que tout récemment aussi l'Allemagne a également confirmé le fait qu'ils ne sont pas contre des tirs dans la profondeur sur le territoire russe, et quand même on l'attendait depuis un moment en Ukraine. Donc on voit qu'il y avait pas mal de choses assez fructueuses après cette rencontre en Allemagne. On peut dire que cette montée en puissance est compréhensible parce que, si vous voulez, on a effectivement un peu, peut-être trop, cajolé la Russie, on a essayé de la comprendre, on a essayé, etc. Et puis là, au moment même où on lui offre une paix raisonnable, un cessez-le-feu, juste un cessez-le-feu, on ne lui demande pas de céder, cessez-le-feu, que les Américains sont prêts à normaliser toutes ces relations, ont levé toutes les sanctions, normaliser toutes les relations entre l'Amérique et la Russie. Les sanctions américaines auraient sauté, les sanctions européennes auraient suivi. Et qu'ils n'acceptent pas. Là, pourtant, Dieu sait si j'ai pu trouver des excuses à la Russie, mais là, je trouve ça tout à fait normal qu'on monte en grade. Tu dis, tu veux vraiment la guerre, tu vas voir ce que ça coûte. Et c'est ce qu'on disait au début de cette émission. Il faut, non, c'est Natacha, je crois, qui le disait, il faut que les Russes, effectivement, pas comme les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, la comparaison est très bonne, Natacha, il faut que les Russes sachent, voilà, la guerre, ça fait ça détruit les usines, et regardez, ça empêche de prendre l'avion à Moscou, etc. Vous introduisez tout à fait le sujet, vous dites qu'il faut monter en gamme, et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer dans la Baltique, des deux côtés. La marine russe a commencé ses exercices à grande échelle dans la mer Baltique. Les manœuvres impliquent aussi la force aérospatiale. Ces équipages effectuent des missions anti-sous-marins. Il y a beaucoup de moyens engagés, les navires, les avions, les hélicoptères, les soldats, 3000 soldats. Il y a un personnage qui est présent, qui joue un rôle très important dans le régime, c'est Patrouchev, qui est venu personnellement pour manifester l'intérêt du Kremlin pour cet exercice, et en particulier pour la base de Kaliningrad. J'aimerais qu'on s'arrête à ça, c'est au cœur de la Baltique, ce lieu tellement emblématique, et pas seulement, c'est pas que de l'emblème, c'est une réalité militaire très importante. Cette ville de Kaliningrad, regardez, d'abord ça c'est l'histoire. L'antique Königsberg. L'antique Königsberg des Allemands. Emmanuel Kant. La ville de Kant, bien sûr. Et qui avait été rasée sur ordre de Staline. Alors, évidemment, c'était la revanche contre les Allemands. Là, comme ça, il restait rien, à peu près. C'est à Gdansk également, où ça avait... Là, ça avait... Il y a la prise de Königsberg en janvier-février de 1945, ça a absolument été terrible. Les Allemands ont évacué par la mer. Il y a eu des bateaux qui ont été coulés pratiquement avec autant de morts que dans le Titanic. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais ça leur donnait cette base, effectivement, une troisième base sur la Baltique, après Kronstadt, Saint-Pétersbourg, et puis ensuite, comme ils ont occupé jusqu'à Rostock, ils ont eu une bonne partie de la Baltique à eux, puisque le nord était neutre. Voilà. Et la suite de l'histoire, c'est que les Russes ont renommé la ville, ils l'ont appelée Kaliningrad, et ils l'ont truffée d'armes. C'est devenu vraiment une espèce d'armement. Et d'armement nucléaire. Voilà, regardez cette carte, elle est extrêmement parlante. C'est une plateforme, on en fait, voit qu'il y a la Lituanie à côté, la Pologne de l'autre, et ils ont truffé cette région de Kaliningrad, d'abord le quartier général de leur flotte, et les missiles balistiques Iskander. Il y a aussi les usines militaires, mais il y a aussi les usines électroniques qui sont dans cette région. La région très petite, c'est 15 000 km², c'est la moitié d'Israël quasiment. Et donc, mais c'est un... en fait, on dit en Russie que c'est un porte-avions qui ne flotte pas. C'est un porte-avions russe donc, dans la Baltique. Qui ne flotte pas, qui est ancré à la terre. Et donc les Russes, bien évidemment, ils attachent beaucoup d'importance à l'existence de Kaliningrad. On imagine l'angoisse des voisins. Imaginez-vous si, au nord de la France, il y avait le Luxembourg qui était une espèce de petit, comme vous dites, porte-avions truffé de missiles Iskander avec le quartier général d'une flotte ennemie, etc. Surtout c'est eux qui sont angoissés comme ils sont entourés, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. C'est autour, je veux dire, c'est eux qui sont enquistés dans un dispositif hostile et pas l'inverse. Vous vous souvenez faut quand même le dire. Le général Yakovlev qui est sur ce plateau, il vous regardait en ricanant, en disant si Kaliningrad bouge un pouce, on le détruit. 30 minutes, il n'y a plus de flotte, mais c'est sûr. Imperturbable. Nous, on était là, on dit il y a des armes, c'est une menace. Ils ne bronchaient pas.
Natacha. Historiquement, les enclaves, les exclaves sont toujours un problème parce que c'est un point de fixation. Après, comparé avec le Luxembourg, c'est un peu hasardeux. Disons que le Luxembourg est une enclave de paradis fiscal au milieu de l'Europe. Ça pose d'autres problèmes. Mais si le Luxembourg avait des missiles Iskander au lieu d'avoir des banques, avouons que, voilà, vu de France, mettez-vous à la place des Polonais. Ça abîmerait moins l'Europe. Mais c'est vrai que les missiles Iskander pourraient être ailleurs. C'est pas ça qui met une menace accrue sur l'Europe. Il faut quand même le dire. Les Russes ont prouvé dans la dernière guerre, qu'en fait, qu'ils sont bons quand ils ont quand même beaucoup de profondeur stratégique pour se reprendre, pour tirer les leçons de leurs erreurs et se reprendre, si vous voulez. Et là, effectivement, il n'y a pas... ils peuvent pas se permettre de perdre une bataille, comme ils ont perdu la bataille de Kiev, comme ils ont perdu la bataille d'Izoum, etc., les Russes. Voilà, ça peut être balayé... Ça peut être balayé militairement assez rapidement par une armée qui devrait être très manœuvrière. Moi, je suis quand même surpris du contraste. C'est-à-dire, ici, sur ce plateau, on est très loin, donc on relativise, etc. Allez en Pologne. Le chef d'État polonais, Duda, était sur l'antenne de LCI il y a quelques mois. Il disait... Notre grande crainte, elle est là, et c'est une crainte extrêmement vive, purulente. Là, regardez, si vous regardez, ce corridor de Suwalki, c'est ce petit corridor qui relie la région de Kaliningrad avec la Biélorussie. Et les Polonais sont obsédés par cet endroit. Ils le scrutent minute par minute. Parce que c'est à la Lituanie. Donc, effectivement, c'est le cordon ombilical, mais il n'appartient pas à la Russie ni à la Biélorussie, ce cordon de Suwalki. Il appartient, je ne sais pas s'il est polonais ou lituanien. Il est cédé par traité. Il est cédé par traité, ils doivent se le partager à peu près. Mais c'est quand même Kaliningrad qui est bloqué. Si demain Suwalki ne fonctionne plus, ils ne peuvent plus être ravitaillés que par la mer. C'est fini. Donc je crois que la menace, il ne faut pas l'inverser non plus. C'est une vraie menace, je veux dire, c'est un kyste. Il n'y a aucun doute. Mais la menace, il ne faut pas l'inverser non plus. C'est eux qui sont en situation de faiblesse, c'est eux qui sont en situation d'infériorité, coincés au milieu d'un dispositif occidental et otanien, et pas l'inverse. Maintenant, ils ont montré dans leur histoire qu'ils pouvaient résister, qu'ils pouvaient montrer beaucoup de courage, puisque je pense au siège de 1000 jours de Leningrad. Leningrad n'a pas cédé, les habitants sont morts de faim, dont d'ailleurs les deux frères aînés de Poutine sont morts de faim. Tout ça n'est pas indifférent. Mais ils ont résisté. Regardez, cette île qui est à 300 km au large de Kaliningrad, c'est le Gotland, où les Américains ont marqué leur présence. Et tout à l'heure sur ce plateau, le général Delors avait cette expression que j'ai apprise, que je trouve très jolie, du caporal stratégique. C'est-à-dire même un seul homme, mais stratégiquement placé, devient pour une armée quelqu'un auquel ils ne font pas toucher, sinon c'est l'enchaînement de la guerre. Et ils ont envoyé quelques soldats, les Américains, là sur cette île de Gotland, comme pour dire aux Russes, attention, vous n'irez pas plus loin. C'est pour ça que les Russes, d'ailleurs, font des provocations aussi, parce qu'ils comprennent très très bien. Je crois qu'il s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale un truc comme ça là-bas. Il y avait une centaine de personnes, une cinquantaine de personnes se sont battues. Enfin, on ne comprenait pas pourquoi ça se passait comme ça. Mais je voudrais attirer votre attention sur la présence de Patrouchev. Patrouchev, c'est un faucon, hein. C'est dans le sens de méchant. Oui. Vous avez compris. Oui, pas un vrai. Et donc, en fait, Poutine l'a limogé en quelque sorte l'année dernière, puisqu'en fait, il a augmenté le niveau de son fils. Son fils est devenu adjoint au Premier ministre. Et donc, du coup, il a été relevé de son rôle de secrétaire du Conseil de sécurité pour être remplacé par le pauvre Shoigu qui a disparu quasiment. Mais il a nommé conseiller à la construction des bateaux. Et aussi président d'un truc maritime. Et donc, en fait, c'est dans ce rôle-là qu'il prend beaucoup. Vous savez, Patrouchev, c'est quelqu'un qui sait remplir n'importe quel rôle que vous lui donnez. Vous le nommez, je ne sais pas, le principal gardien de la chambre de Poutine, et là encore, il trouvera le moyen de devenir l'homme numéro 2 ou numéro 3 du régime. Mais ce n'est pas un bon signe pour nous, sa présence. Ce qui est intéressant, c'est que Gotland est suédois. Et donc, c'était une île neutre il y a quelques mois, et aujourd'hui, c'est une île hostile. C'est le symbole type du désastre stratégique qu'ils ont subi en Baltique. C'est quand même vraiment... Et on comprend qu'il soit déprimé, Poutine.
quand on regarde les cartes, en fait, en effet, l'enjeu, c'est l'accès à la mer, ce qui est un classique. Et la Russie a toujours eu ce problème d'accès à la fois vers la Méditerranée et vers l'Atlantique Nord en partant de la Baltique, etc. Le problème, c'est que là, justement, on sait tous très bien que puisque la Baltique est fermée, il va falloir qu'ils se tournent vers l'Arctique et donc qu'ils ouvrent toutes les routes qui sont là, et d'où l'enjeu des États-Unis sur le Groenland. En fait, les cartes montrent très bien comment va se déplacer. Et les Tupolev, quand même, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un immense changement stratégique pour la Russie, parce que c'est vrai que il a perdu son glacis ukrainien, etc. Mais c'est moins important qu'effectivement. Surtout quand on considère l'histoire de la Russie avec l'importance qu'a attaché Pierre le Grand à la Baltique, à la mer, au bateau, au navire, à la flotte, etc. C'est que quand il a fait ses études, quand il était un jeune officier, un jeune capitaine ou commandant, toute la mer Baltique, en fait, elle était russe. Et lui, il était à Dresde, on l'a vu sur la carte, c'était tout en bas de la carte, mais toute la mer au-dessus, tout ça jusqu'à Leningrad, c'était russe. Parce que la Suède et la plus la Pologne. Voilà, et la Pologne, tout ça a été... Il doit avoir une perception physique quasi d'avoir l'OTAN sur le dos. Ils l'ont. Ça, c'est sûr, ils l'ont. Mais pour quelles raisons l'ont-ils? C'est par leur propre bêtise. Ils se sont tirés des balles dans le pied. C'est le désastre stratégique, c'est eux qui l'ont provoqué. Il n'y aurait pas eu la guerre, il n'y aurait pas eu ces menaces. La Finlande et la Suède seraient encore neutres aujourd'hui. C'est comme si la Méditerranée nous échappait, parce que la Méditerranée, c'est quand même un lac otanien. Il y a l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, tout ça, c'est des membres de l'OTAN. Mais la Turquie. Et c'est comme si tout d'un coup, cette Méditerranée n'était plus Mare Nostrum, c'est plus à nous en fait.